Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On va parler d'un sujet qui va faire plaisir à certains et pas à ceux qui sont inquiétés par la justice, surtout lorsqu'il s'agit de fonds publics, de détournement de fonds, de corruption. On va recevoir ce soir Jean-Émile Debolivier d'Anticor et on va voir avec lui un petit peu comment se présente cette année 2021, c'est dans Causement Réunionnais. Jean-Émile Debolivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant d'Anticor à La Réunion. De référent local. Oui. Le référent local, donc pour une structure qui est sur tout le territoire national, bien implantée, 5000 adhérents. 5000 adhérents, oui. C'est le dernier chiffre qu'on a. Et est-ce que le contexte fait que la solidarité joue, la structure se renforce et que vous avez tous envie que ces trois mots, égalité, fraternité, et j'allais oublier... Liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça soit respecté sur le territoire de France? Tout à fait. La structure, de toute façon, elle est en train de se renforcer, je pense. Déjà au niveau national, on est en train de se renforcer. Et puis, vous parliez de solidarité. Il faut savoir qu'avec les difficultés qu'on a à l'heure actuelle avec le ministre de la Justice, c'est plus pour avoir notre agrément qui nous permet justement de se constituer partie civile. Oui, une certaine solidarité qui s'est jouée. Et on a même eu, vis-à-vis des autres associations, des autres ONG, comme Sherpa ou Transparency, qui nous soutiennent pour qu'on ait notre agrément. Donc là, oui, il y a une solidarité qui joue. On a beaucoup de soutien localement aussi. Voilà, on a pas mal de gens qui se sont renforcés. J'ai eu quelques adhésions supplémentaires suite à ce désagrément, on va dire, entre parenthèses, sur l'agrémentation l'agrément d'Anticor. Aujourd'hui, j'allais dire, la structure est bien en place, les personnes sont à leur poste. Globalement, presque. Presque, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis pour l'instant le seul référent à La Réunion. Et j'ai soumis la candidature de quelqu'un qui va arriver. Je suis obligé d'attendre parce que ça, c'est Anticor. On fait ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt. Et la déclaration d'intérêt est à l'étude par le conseil d'administration. On verra si elle est acceptée comme référent, deuxième référent avec moi ici à l'île de La Réunion. D'accord. Si on peut faire un coup d'œil dans le rétro pour 2020, il y a eu le Covid surtout, mais est-ce que vous avez malgré tout été sur le terrain? Est-ce que vous avez été actif? Globalement, bien sûr, sans citer personne. Globalement, oui. On a commencé le 3 juillet, c'était les premières affaires dans lesquelles on s'est constitué partie civile, mais il faut savoir qu'il y a un gros travail en amont sur la préparation des dossiers. Donc on a eu quand même... on est sur le procès sur l'affaire de Mme Nassima Dindar. On a été sur le procès de Virapoulet, M. Virapoulet qui a été relaxé, mais dont il y a eu appel qui a été fait. Nous avons fait appel, avec le parquet et nous avons fait appel. On va préciser lequel de Virapoulet? Le M. Virapoulet, c'était dans l'histoire de la maison... Non, lequel de Virapoulet? Jean-Paul Virapoulet. D'accord, oui. C'est vrai qu'ils sont deux. Oui. Et ensuite, il y a eu l'affaire Olivier Rivière et Madame Balaya. On s'est constitué partie civile, sauf Madame Balaya, non, mais on s'était pas constitué partie civile, mais on a été entendu à la barre quand même. Donc voilà. Et le tribunal a suivi ce qu'on avait demandé, bien que les affaires sont encore en appel, qui sont parties en appel. Il y a eu celui de Didier Robert. Enfin voilà, il y a pas mal de dossiers. Et puis on a encore d'autres dossiers qui vont arriver au mois de mars. Voilà. D'un point de vue, j'allais dire, quand on regarde ce qui se passe à La Réunion, est-ce que il y a de plus en plus d'affaires et est-ce que nos politiques
sont de plus en plus impliqués? En tout cas, moi, je reçois de plus en plus d'affaires par des lanceurs d'alerte. Et je veux dire que ce ne sont pas forcément la dilafée. C'est que je pense que les lanceurs d'alerte ont déjà regardé d'un premier temps ce qu'on avait commencé à faire. Ils ont vu les actions, ils ont vu qu'il y avait des gestes, il y avait des actions qui accompagnaient les paroles, suite à la première conférence de presse que j'avais donnée le 3 janvier de l'année dernière. Et on a aujourd'hui, on a des lanceurs d'alerte qui viennent avec des dossiers. Donc ça veut dire que, ça me permet de vous dire que voilà, on a différentes façons d'agir. On peut aller par un signalement parquet, on peut aller par des plaintes directes, et c'est ce qu'on va certainement commencer à faire dans notre, c'est-à-dire que ce sera Anticorps directement qui ira déposer plainte. Alors, puisqu'on est sur le lanceur d'alerte, on va essayer donc d'ouvrir un petit peu le champ pour les gens qui souhaitent venir vous voir et dénoncer des malversations, oui, tout à fait. Le non-respect du droit. Comment ils doivent s'y prendre? Les lanceurs d'alerte, naturellement, il faut qu'ils fassent attention. Vous savez, depuis fin janvier, on est en train d'évaluer ce qu'on appelle la loi Sapin 2, c'est-à-dire celle qui traite justement des lanceurs d'alerte. Le gros problème en France, c'est justement le fait que vous êtes lanceur d'alerte, mais le premier geste qu'on vous demande dans la loi, qu'on vous dit de faire, c'est d'aller prévenir votre employeur pour lui expliquer ce qui se passe. Comme on dit en créole, foutre un coup de pied dans sa gamelle de riz, ça s'appelle ça. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas trop d'accord, on demande de revoir. Et là, on est en train, dans l'évaluation de la loi Sapin, c'est justement, on parle de ça. Les lanceurs d'alerte, maintenant, pour répondre plus précisément à votre question... Est-ce que vous avez eu des gens qui ont respecté la démarche demandée par la loi Sapin? Je ne peux pas vous dire. En général, quand ils viennent nous voir, j'en rencontre beaucoup. Je peux vous garantir que, d'ailleurs, on en parlera peut-être après, on va mettre en place deux groupes de travail concernant 2 domaines bien précis. C'est ces lanceurs d'alerte qui sont venus nous voir, et eux, ils peuvent pas, ils savent très bien qu'ils vont avoir mal à partir, parce qu'on appelle ça les gorges profondes. Ils vont se faire allumer de façon à un moment donné. Donc ils viennent, mais ils veulent garder leur anonymat. Donc la démarche, elle est simple. Ils peuvent venir nous voir, ils peuvent nous contacter sur l'adresse internet d'Anticorps. Même au national, on me recontacte et ensuite je reçois. Je peux vous garantir qu'on en a reçu quelques-uns et pas mal. Les personnes qui viennent vous voir, est-ce que au bout du temps de l'entretien, à quel moment vous dites que l'affaire est vraiment concrète? L'affaire, elle est concrète. D'abord, il faut regarder, la première chose, c'est voir si ça rentre dans le cadre de l'association. C'est-à-dire qu'on est sur des infractions bien précises, comme je vous l'avais dit la première fois. Je vous avais expliqué qu'on ne peut pas aller, par exemple, sur du vol, on ne peut pas y aller. On n'est pas agréé pour ça. Par contre, tout ce qui touche à la probité, la corruption, conflit d'intérêts, favoritisme et tout ça, voilà. Alors, quand ils viennent nous voir... Je rajoutais le détournement de fonds également public. Tout à fait. Donc quand ils viennent nous voir, au moment où on se dit, c'est-à-dire d'abord on regarde ça, le premier point, est-ce que ça rentre dans l'objet de l'association? Et la deuxième chose, qui est la plus importante pour nous, parce qu'on n'est pas force d'investigation, ce sont les pièces probantes qu'elles emmènent. C'est-à-dire les pièces, des éléments matériels sur lesquels on va lancer le signalement au niveau du parquet, où on peut saisir aussi un juge d'instruction en constitution de partie civile. Et ce sont ces pièces qui vont importer. Puis là, on va travailler là-dessus, on va pas investiguer, mais on va faire quand même des recherches avec le groupe de travail qui comporte aujourd'hui 4 avocats au niveau d'Anticorps Réunion. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on regarde ce qui va et ce qui va pas. Là, vous n'avez pas le droit d'investiguer, mais vous avez le droit quand même, vous, d'essayer de construire un dossier solide. Tout à fait. Avant de porter plainte. C'est ce qu'on fait. Ouais. Sinon, on perdrait toute notre crédibilité. Je veux dire, le but du jeu, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas investiguer, on n'est pas force de police. J'étais assermenté à l'article 20 du Code de procédure pénale il y a quelques années dans mon ancien métier. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que ce sont les pièces probantes qui sont importantes. Quand ils viennent avec du matériel, ce qu'on appelle du matériel, des dossiers, quelques-uns, je ne vous cache pas, qui sont peut-être tombés du camion,
mais ils viennent avec des éléments solides. Et c'est ce que j'ai de plus en plus. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut dire, surtout dans le droit public, le droit qui concerne le droit des collectivités, que ce soit les mairies, départements, la région, également les EPCI. Là, je parle de tous ces regroupements de communes. Oui. Il y a ça, mais c'est vrai que les gens qui portent plainte, qui dénoncent, il y a beaucoup d'administratifs aujourd'hui qui sont au su et au fait du non-droit. Tout à fait. Et qui, eux, peuvent vous amener les moyens pour tout à fait. Pour démontrer les malversations. Les malversations. Vous savez, il y a quand même quelque chose de bien, c'est que je parle surtout de la fonction publique territoriale, puisqu'on est souvent, dont je fais partie, on est souvent critiqué, voilà. Mais il se trouve que nous avons aujourd'hui des fonctionnaires de plus en plus pointus dans leur spécialité. Nous, ce qui nous intéresse plus spécialement sur Anticor, ça va être surtout les marchés publics. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a un œil on a un œil de lynx dessus et on regarde bien les infractions qui peuvent en découler. Puis souvent, ça sort de là. Il y a aussi une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est que les administratifs ne veulent plus porter le chapeau pour les élus, pour les politiques. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on démontre qu'il y a eu malversation, le politique s'appuie sur son administration en disant c'est lui qui a monté le dossier, s'il y a erreur, c'est lui qui l'a fait, et donc souvent c'est l'administratif qui paye. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonctionnaire, vous savez, je me répète peut-être, mais je reviens sur l'histoire du sang contaminé. On a sorti la notion du responsable mais pas coupable. Le politique a emmené exactement où il voulait, à un moment donné, il a bien joué en sa faveur de cette notion de sachant. Aujourd'hui, on vous appelle, vous êtes technicien dans un domaine, vous êtes vraiment spécialisé. Le politique, il va vous dire, je vous prends pour votre technicité. Mais demain, et ça arrive souvent, ou quelquefois, qu'on vous demande d'arranger, de mettre en corrélation sa volonté avec la réglementation, alors que ce n'est pas forcément possible. Mais aujourd'hui, je reviens sur l'histoire du sang contaminé, la notion de sachant. Le fait que les fonctionnaires deviennent de plus en plus pointus, aujourd'hui, ils s'amusent moins parce que regardez... Alors on va juste rappeler que dans l'affaire du sang contaminé qui date des années 80, au début donc de 82-83, ça a commencé. Sous Edith Cresson à l'époque. Non, c'était pas elle que j'allais viser. C'était le Premier ministre de l'époque. Ah, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des politiques qui étaient au courant que le sang était déjà contaminé et qu'il fallait ne pas l'utiliser. Mais ils ont quand même utilisé. Et la justice a reconnu qu'ils étaient au courant, mais ils n'ont même pas été inquiétés. C'était même pas une tentative de meurtre, c'était même pas de la négligence, rien. C'est ça. Tout à fait. Mais ce qui s'est passé aussi, la suite de l'histoire, c'est que ce sont les agents de l'État, des agents de l'État qui ont été condamnés. Oui. Mais aucun politique n'a été touché. Donc c'est là où je vous dis que la notion de sachant a pris une autre valeur à leurs yeux. Et aujourd'hui, nous, on doit faire attention à ça. Et encore une fois, on revient sur la chose. On a quelque part absous la politique de toute responsabilité, parfois dans la malversation, en disant c'est aux employés de prendre les précautions et que s'ils voient quelque chose, d'aller dire aux politiques qui veulent détourner de l'argent, on est en train de détourner l'argent. Oui, et c'est là où ça va pas. Vous savez, je suis pas... à un moment donné, il faut savoir que quand vous avez des gens en face de vous qui sont là depuis, je parle des mandarins, je parle de certaines personnes, c'est pour ça que ce que j'appelle, j'ose le mot, certains petits potentats qui sont arrivés au niveau local, pas seulement à La Réunion. Ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils ont pris des us et coutumes. Quand vous arrivez en face de ces gens-là et que nous, on arrive cadre dans la fonction publique et qu'on emmène et qu'on leur dit certaines choses, ils n'acceptent pas forcément. Mais c'est
c'est peut-être de moins en moins vrai, parce que et c'est justement cette action que nous Parce menons qu'il y a, avec Anticorps en fait, qui permet ça. Parce qu'il y a aussi une classe politique des années 60, 70, 80 qui sont en train de s'en aller et que la génération qui arrive n'a pas les mêmes comportements, mais parfois, malheureusement, ils sont aussi, j'allais dire, ils commettent les mêmes erreurs, ils font les mêmes malversations que leurs aînés. Tout à fait. Ben, il suffit de regarder. Vous avez des jeunes maires, prenons le cas de celui qu'on s'est constitué partie civile dans son affaire. Il n'est pas maire depuis très longtemps, le maire de Saint-Philippe, par exemple. Mais il est quand même, c'est quand même quelqu'un qui est dans la fonction publique depuis très longtemps. Donc voilà. Et en plus, il y a une armada de personnes, de conseillers, qui ont toujours une armada de conseillers derrière eux. Et c'est là où on a du mal à comprendre. On a beaucoup de mal à comprendre qui n'utilisent pas cette armada de conseillers avant, en prévention, au lieu de l'utiliser après. Ils mettent la main dans le pot de confiture, ou alors ils font une erreur, pas seulement dans le pot de confiture, c'est-à-dire ce que j'appelle quelque chose d'actif, mais des fois c'est passif par méconnaissance ou alors pour mauvais conseil, mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas avant ? Et puisqu'on a cité le nom de Olivier Rivière, on va parler du dernier cas où le maire est impliqué, c'est le maire du port. Oui, le maire du port, de toute façon, vous savez, nous, une chose est sûre, c'est que on attend les investigations, et puis, les investigations un peu plus complètes. Une chose est sûre, c'est que vous allez retrouver Anticorps, constitution de partie civile dans cette affaire. Alors, quand je dis que le maire est impliqué, c'est qu'il était cité dans l'affaire. Tout à fait. Parce que je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit. Non, il n'est pas. Il est mis en examen. Voilà, je préfère revenir sur le judiciaire. terme que j'ai dit. Quand je dis impliqué, c'est que son nom est cité dans l'affaire, donc c'est lui qui a été mis en examen. Donc, comment, sur ce genre d'affaires, Anticorps intervient? Alors, là, c'est une affaire qui est parue dans la presse. Donc, on va se saisir, nous, de ce que la presse a dit au départ. On va ensuite regarder ce qu'il en sort un peu, bien sûr. On va demander on va regarder. Et comme il y a des infractions qui touchent à l'objet de l'association, on va se constituer partie civile. C'est ce qu'on a fait dans les autres affaires, aussi bien pour M. Virapoulet, Mme Dindar, M. Robert, Didier et d'autres. Hein. Bientôt, il va y avoir l'affaire de Saint-Louis, et on est dedans, et c'est parti de là, de l'article de presse. Une chose, quand même, quand on regarde aujourd'hui le contexte local, il y a quand même pas mal d'affaires. Et au bout, soit ceux qui sont impliqués, je vais revenir avec mon impliqué, ceux qui sont mis en cause dans le dossier ne sont pas coupables, soit la justice n'arrive pas à fournir les preuves de leur culpabilité. Quelquefois, tout à fait. Ouais. Ça peut se faire. Et c'est pour ça que la correspondance avec Anticorps, c'est pas avec, par exemple, on a un rôle à jouer dans l'action publique. On a un rôle à jouer. Au niveau des parquets, on peut aller en appui. Comme je vous le dis, comme je l'ai dit à les gens que j'ai rencontrés au niveau de la justice, nous, quand on reçoit un dossier du camion, c'est pas pour laisser chez nous, c'est bien pour que ça arrive pour une action publique, soit au parquet, soit au juge d'instruction. Voilà, parce que nous, on a des documents, c'est ce que j'appelle les pièces probantes. Quand on a réussi à avoir ces pièces, à un moment donné, il faut bien en faire quelque chose. Et c'est là-dessus et nous, on attaque à partir de là. Et là, on se constitue partie civile. Alors, vous constituez partie civile. Bon, il y a l'affaire, je pense que vous allez faire pareil pour l'affaire Olivier Waro, le maire du port, vous allez vous constituer partie civile. Je vous ai dit, on attend là, et une fois qu'on ne peut pas aller en constitution de partie civile dans quelque chose où il n'y a pas de... une affaire est en train de se faire. Le dossier est en train d'être monté. Voilà, en train de se monter. Il faut d'abord attendre que le dossier soit monté. Tout à fait. Si dossier il y a. La question, c'est comment vous allez, par exemple dans l'affaire de Olivier Rivière, comment vous avez accompagné comment vous avez suivi l'affaire? Nous, c'est parti des journaux. C'est exactement le même processus qui va se passer pour M. Waro et comme d'autres, et pour d'autres. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. On prend un article de journaux, le rapport de la Cour des comptes, par exemple. Là, on a une pièce probante déjà. Le rapport de la Cour des comptes qui met en garde une mauvaise gestion. Sur l'affaire de Sainte-Marie, il y a eu quand même 2 condamnations. Anticorps était quand même partie prenante dans ce dossier. Il y a eu le directeur du CCAS, je parle de l'affaire du CCAS de Sainte-Marie, il y a eu 2 condamnations.
Voilà, donc on est partie prenante, on prend le dossier et ensuite on accompagne de cette façon. Et il ne faut pas oublier que nous aussi, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure, on commence à avoir des dossiers, si vous me permettez. Allez-y. On a eu des lanceurs d'alerte qui sont venus nous voir sur 2 sujets bien précis. Un, sur le monde agricole, sur les pratiques douteuses qui se passent à l'heure actuelle dans le monde agricole. Donc, j'ai rencontré, je peux vous dire que j'ai passé une 50aine d'heures avec des lanceurs d'alerte, au total. Et là, ils commencent à nous emmener des pièces probantes. Donc là, on risque de partir, c'est sur ce genre de dossier-là que je vous dis, Anticorps partira, non pas le lanceur d'alerte qui va aller dénoncer, mais on va partir sur une plainte directe, s'il y a lieu, bien sûr, après étude du dossier. Et c'est le deuxième sujet, ça va être sur ce qu'on appelle le foncier, l'urbanisme et le foncier. Alors là aussi, si c'est avéré ce que les lanceurs d'alerte m'ont dit, ou nous ont dit, oui, je pense qu'on va monter 2 groupes de travail avec des gens spécialisés dans le domaine qui vont justement traiter ces dossiers pour pouvoir déposer plainte par la suite. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que, puisqu'on arrive à la fin de l'échange, c'est que la prochaine fois, on essaye de vraiment de définir c'est quoi un lanceur d'alerte et qui peut lancer d'alerte. Pas de problème. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai aujourd'hui, si vous pouvez, vous, en tout cas, vous investir là-dedans pour demander que le droit soit respecté, leur rôle est primordial. Oui, il ne faut pas oublier qu'Anticorps, avec 17 autres associations et syndicats, on a été à l'origine de la création de la maison des lanceurs d'alerte. Et là, dernièrement, il faut savoir que à travers l'OCDE et le Gréco, la France est régulièrement rappelée sur ce dossier des lanceurs d'alerte de mettre sa législation en corrélation avec la législation européenne. Alors, on développera ça la semaine prochaine dans un autre échange, parce que là, on a vraiment dépassé le temps qui nous est imparti. Merci, Jean-Émile de Bolivier, pour cette échange. Donc, vous êtes le représentant d'Anticorps à La Réunion, et on vous recevra la semaine prochaine donc, pour échanger et pour justement essayer de clarifier cette position de lanceur d'alerte, parce que c'est primordial, et je pense aussi, si on peut protéger ceux qui se retrouvent bien malgré eux dans des malversations, si on peut leur apporter ne serait-ce qu'un soutien pour qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont là. Ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des gens qui sont là pour les écouter. Merci. En tout cas, merci à vous de m'avoir reçu. Merci Jean-Émile de Bolivier. Je vous dis à bientôt. Nous, on va juste tourner une page. On va regarder là. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder, on va parler de nouveau de ce qui s'est passé le 20 décembre avec Christophe Langrom et Nathalie Bassir. On retrouve juste après. Pour quelle est la définition du cafre ou de l'africain ou du noir à La Réunion? Comment définir un cafre? On a toujours appelé cafre que cafre. Alors, il faut bien comprendre on a appelé cafre que cafre, on a appelé noir que noir. Mais une affaire quand même important de comprendre, c'est que la couleur noire là, vous les tracez avec la couleur de peau. Ça, il a fait une voix de carte d'identité, vous les tracez. Bien sûr, tout le monde les capte. Hein? Mais il y a des gens qui les tracés, les visuels. À partir de là, va décembre, d'abord l'occasion rappelle une affaire. En premier, il a toujours été bonne CAF, la porte va descendre. La porte va descendre pendant longtemps. Dans le service cabaret, il était bonne cérémonie pour dire merci bon Dieu, pour faire la liberté, pour continuer à faire passer le message de la liberté. Moi, comme il était marmaille là, 20 décembre, il n'était pas une affaire collective. Ça, c'est pas bon que la collectivité était pour ça. La commence cause 20 décembre,
si l'espace public avec François Mitterrand, la mettre un 20 décembre comme tu as fait ailleurs, et là, bonne collectivité, la trappe la question. On va dire globalement, la République la trappe la question. Mais dans la plantation, là, depuis l'abolition de l'esclavage 1848 jusqu'à dans les années 70, 20 décembre, c'était pas un problème, c'était pas la question de la République, il n'était pas une urgence pour la République. 20 décembre, l'été, bonne famille, t'es fait service cabaret, et t'es porte la mémoire 20 décembre en l'air. La connaissance est d'abord populaire. C'est bonne famille, la garde ça. La garde la mémoire, la garde l'histoire, la garde de bonne mythologie, hein, la garde de bonnes émotions fortes, la garde la présence, bonne marron, bonne Simon Def, bonne Mafad, bonne Simon Gavol, tout ça là. Et la présence aussi, bonne de monde la transmettre l'histoire en question, bonne Gramoun Baba, Gramoun Lélé, le roi Kaf, Madame Baba, tout ça là. J'aurais dit, 20 décembre il devient un bien commun et tout le monde y intéresse à cette question-là, et tant mieux. Hein, un moment pour nous réapproprier l'histoire. Réapproprier l'histoire et le moment aussi pour nous exprimer à nous. Parce que l'esclavage, là aussi, 20 décembre 1848, que ça l'était, n'était pas l'abolition de l'esclavage. L'était un autre esclavage à mettre en place, l'engagisme, je ne dis pas son nom, mais un système esclavagiste pareil. Et 20 décembre 1848, le premier affaire Sarah-Garega a dit de mon fait, ferme votre gueule. Notre société, La Réunion, là, il a donné naissance à un grand croisement de notre population, un grand croisement de notre culture, et il a donné naissance à la langue créole. Les amis séparables, c'est la question de la liberté, les liés avec la langue créole. Seulement pendant longtemps, en créole, là, nous ferme le pouce. Ça aussi, il fait partie. Et de plus en plus, comme on a, il va avoir de mon cause, il réapproprie à notre histoire, il réapproprie à notre langue. Et ça, c'est important. Il réapproprie à notre le droit d'exister, le droit amène notre propre vie. Parce que pendant toute la période de l'esclavage et toute la période de l'engagisme jusqu'à pratiquement les années 40, et la suivant encore dans les générations jusqu'à les années 70, et bien, de monde n'était pas libre de choisir de travail. Si la bande de monde était lancée dans l'entrepreneuriat, et bien, l'état de monde a gagné un culture pour dire, ah, moi, je ne gagne pas, il faut que je travaille pour un pas trop. Il accepte, il abuse, la bande de monde a travaillé longtemps la Réunion parce que la question de l'esclavage, la question, l'esclavage social, le travail, la condition de travailleur, la condition, le monde, il donne son énergie pour gagner son manger. Et pendant longtemps, le monde est abusé. Et pendant longtemps, le monde accepte la domination-là. Sauf comment tu fais avec? Et bien, j'en disais à l'époque où ça nous apprendre, et ben, choisis ça que nous avons envie de faire, dis ça que nous avons besoin de dire, ça que nous avons besoin de dire, et pas laisse les autres dire une affaire, la marque. D'abord, une bonne caf, c'est-à-dire le monde le plus noir, ça qu'il va reconnaître, il dit caf ou pas caf. Il dit, oh, la couleur à la peau ici, les traçages. Ils ont dit là à l'époque, bien sûr, où ça qu'on a un espace plus grand pour la liberté. Et pour le monde oser. Voilà. Nathalie Bassir, députée, votre implication dans ce projet, en tout cas Marie-Line Chabriol Alors tout d'abord, quand on connaît l'investissement et l'engagement de Marie-Line Champignon, quand elle pose la main sur celui ou celle qui... Notez votre participation, qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui a motivé? L'écoute, elle l'entraîne. Ma motivation, ça a été sa motivation à elle finalement à un moment donné. C'est tout cet engouement, cette passion
qu'elle a pour l'histoire de la Réunion et pour sauver son histoire qui fait qu'à un moment, on ne peut pas rester insensible. Je suis réunionnaise, j'écoute les historiens parler de l'histoire de la Réunion et en effet, ma motivation, elle naît de là. Ensuite, continuer à m'engager à ses côtés et à porter sa parole auprès des différents ministères, son combat, et programmer et provoquer des rencontres. Ça a été vraiment des moments privilégiés où nous avons pu vraiment travailler à maintenir et à préserver l'histoire de la Réunion. En faisant de la prison Juliette Dodu un site associé à la route des esclaves, ça permet vraiment de mettre un focus sur un site, et plus que le site, sur l'histoire de la Réunion, sur la genèse de sa population. Plus on saura d'où on vient, plus on aura des connaissances sur nos ancêtres, plus notre regard sur l'autre va changer et notre vivre ensemble va continuer à être ce modèle que porte notre société réunionnaise. C'est toute cette motivation, c'est faire connaître, on a parlé d'éducation, faire connaître notre histoire réunionnaise à la jeunesse, qui n'est pas forcément, alors ces dernières années oui, mais ça n'a pas été le cas par exemple dans mon enfance où si je n'allais pas à la recherche de mon histoire, il n'y avait pas l'histoire qui m'était apportée par l'éducation à l'école, par l'enseignement à l'école. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que le Réunionnais ou la Réunionnaise regarde son histoire avec envie de la connaître, mais surtout avec envie de la connaître ensemble? Eh bien, à mon sens, déjà commencer à permettre à des lieux historiques d'être visités, d'être racontés, eh bien, ça déjà motive le jeune à vouloir en savoir un peu plus. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas pour la prison Juliette Dodu. En fait, c'était une prison, voilà, et on devait démolir pour pouvoir en faire mettre à des logements sociaux à la place. Très bien, il y a des besoins qui sont très importants à La Réunion en termes de logement social. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, pourquoi pas? Mais quand on apprend l'histoire de ce lieu, quand on sait que ça représente vraiment l'origine de la naissance de ce métissage à La Réunion, quand on sait qu'il y a des actes très importants, très historiques qui ont été posés, quand on apprend qu'à travers ce site, eh bien, on pourrait apprendre à se connaître un peu mieux, je suis sûre que c'est ensemble, parce que c'est ensemble, c'est avec les autres communautés qui aujourd'hui forment toute la population réunionnaise que je vais apprendre la même histoire, celle de l'histoire de mes ancêtres, l'origine, comment est-ce qu'ils sont arrivés, ce ne sera pas la même histoire, mais c'est l'origine, elle vient de cette prison Juliette Dodu, parce qu'il y avait un recensement qui était fait là-bas, parce qu'il y a vraiment toute l'histoire qui s'est inscrite à un moment donné sur ce lieu historique. Donc, comment motiver nos jeunes à connaître? Ça viendra d'eux-mêmes quand ils auront la possibilité de donner du sens à des bâtiments et à travers ces bâtiments à l'histoire du peuplement de La Réunion.